Atxaldeoneri, zazpiak dira, Xikubila, Gilestiak egon erriko kontseiluak berriz bildurik, batzuek abisatu gaituzte ez dira hor izanen gaur, besteak beste Mikel Zobanie ez da hor, eta Ramutxo Goietxeri maite dio bila lortea. Sebastien Kublerek beramta izanen du, alta alorde bat prestatu du eta niri eman dio. Gero Karol Garcia Peleda elida eta alorda emaiten dio Amaia Dalgojari. Amélie Berard ez da hor izanen eta bere alorda emaiten dio Marie-Pierre. Eta azkena Iban Nokek emaiten dio Chantilly BD alordea. On a Malaouia, Koroma Ourou. Bonsoir, merci d'être présent à ce conseil municipal. Nous avons 5 excusés, Michael Souvanier qui donne communication comme Djouroyetch, Sébastien Kubler qui devrait arriver en retard mais qui a préparé une procuration pour moi, Carole Garcia Peleda excusée, donne procuration à Maya Galoura, Amélie Bérard donne procuration à Marie-Pierre Georges Bouya et Ivan Niop donne procuration à Santiago Catalini. Proposatzen dautzuet, Nadia izendatzea idazkari gisa gauntako, je propose de mettre Nadia comme secrétaire de séance, si ça va tout le monde. Et ez bada oharrik, antzina, Xikobila, ordan baditugu bost délibéramendu gauntan. On va commencer donc du coup avec 5 délibérations à voter ce soir. Pour commencer, on a l'approbation du PV de la séance du conseil municipal du 10 octobre 2025 à approuver. Vous avez bien voté ce joint. Je ne sais pas s'il y a des remarques sur la séance. Oui, j'ai pas entendu si vous avez dit le quorum est atteint. Oui. Bon. Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien parce que je en français. On a effectivement pu prendre connaissance du PV, mais j'ai pas bien compris, on en a parlé déjà à la dernière séance de conseil municipal, j'ai pas bien compris si dorénavant il s'agit d'un PV ou d'un compte rendu, parce qu'un coup on l'appelle compte rendu, la pièce qu'on a reçue, elle est appelée compte rendu, et en même temps on reprend des éléments des projets de délibération. En fait elle n'a pas intitulé la pièce elle-même, puisqu'en basque c'est marqué délibéraменdu proiectua, et c'est pas marqué compte rendu, c'est pas marqué PV. Et c'est, hormis le compte rendu des décisions du maire en première partie, le reste c'est le copier-coller des délibérations avec l'estampillé du contrôle de légalité de la structure. Voilà, ce qui vaut comme PV, du coup. Estampillé comme validé par la structure, donc en fait on a un PV. Et la séance, et en fait l'idée qu'on s'est donnée, pour ne pas avoir de débat à chaque fois, c'est de se reporter à la vidéo. D'utiliser l'outil vidéo aussi pour que l'ASTAR qui va avoir du détail sur le conseil municipal se redirige vers la vidéo disponible sur le site de la mairie. Et, voilà. Effectivement, c'était marqué sur le précédent procès verbal, là c'était inscrit. Par contre, ce qui nous donne un petit peu plus, c'est que du coup, on nous demande de valider un PV avec des délibérations qui sont passées contre l'égalité ou sur lesquelles il y a des erreurs. C'est des erreurs de forme, il n'y a rien de très fondamental, mais par exemple, la secrétaire de mairie qui a été désignée au conseil, nous sommes de voir que ce n'était pas Amélie Bérard, c'était Carole Garcia Peleda, et du coup, les modifications n'ont pas été faites, il y a des erreurs aussi sur l'orthographe des noms et des prénoms. Voilà, donc c'est juste un point d'attention parce qu'effectivement, du coup, aujourd'hui, on ne peut pas valider les délits qui sont partis déjà contre l'égalité. C'était la remarque qu'on souhaitait faire, et du coup, se mettre bien d'accord qu'on était sur un PV de séance et non plus un compte rendu. Non, mais sur un PV de séance validé officiellement, et voilà, pas de compte rendu, on se sert de l'outil vidéo. Pour après le contenu des débats et tout ça. Ouais. Voilà, donc nous, étant donné que c'est, comme je viens d'expliquer, un PV qui comporte des erreurs, on va pour notre groupe, s'abstenir sur la validation de ce compte rendu. 3 abstentions. Même.
C'est bon? Approbation? Abstention? 4 abstentions du coup, et du coup 10 approbations. On va commencer du coup la première délibération. Signature des conventions d'attribution des fonds de concours forfait communal de la communauté d'agglomération de Pays Basque. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5216-5, vu le règlement d'attribution des fonds de concours de la communauté d'agglomération de Pays Basque à ses communes membres, adopté par délibération du Conseil communautaire numéro ordre du jour 07 du 4 mars 2023, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 27 septembre 2025, par laquelle la communauté d'agglomération de Pays Basque attribue 2 fonds de concours de 11 750 € pour l'aménagement d'un préau dans la cour d'école, suite à la demande formulée par la commune, de 18 250 € pour l'achat d'un tracteur pour les services techniques municipaux d'AES, suite à la demande formulée par la commune, considérant que le versement de ces fonds de concours nécessite la délibération concordante de la commune et de la communauté d'agglomération, invité à se prononcer, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur et avoir délibéré, approuve l'attribution par la communauté d'agglomération de Pays Basque de 2 fonds de concours de 11 750 € pour l'aménagement d'un préau dans la cour d'école, de 18 250 € pour l'achat d'un tracteur pour les services techniques municipaux d'AES. Autorise Monsieur le maire à signer les conventions financières correspondantes jointes en annexe. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? On a juste une petite remarque sur la convention qui a été faite par l'aglo. Ils ont fait une erreur aussi de montant. Ils ont mis 51 000 sur le tracteur aussi. Ils ont mis quoi? 51 000 sur le tracteur au lieu des 36 000. Dans le tableau, ils ont mis 36 000, enfin, au-dessus, ils ont mis 51 000. Le coût prévisionnel est estimé à 51 000 hors taxe. En effet. En fait, il semblerait que ce soit le même tableau de répartition pour les 2 conventions. 51 000, ouais. Les mêmes montants en 150. Oui, il y a une erreur. Là, ça doit être avec 36 500 et l'autre 51 950. Donc, la convention sera modifiée dans ce sens. Après, il faut qu'on les approuve ou pas. Là, on est sur du navettage. Il y a eu une première ébauche au sein du conseil municipal. Derrière, il y a eu une validation au conseil municipal à l'agglomération Sud Pays Basque. Il y a eu une validation au conseil communautaire précédent. Et du coup, il faut qu'on le valide via le conseil municipal pour acter la chose. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? 10 pour. Merci. Du coup, il y a 5 abstentions pour le coup. Ah oui, Michael, 5. Même 14 avec les coopérations. Délibération numéro 2. Demande de subvention dans le cadre de dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR 2026, pour la création d'un préau au sein du groupe scolaire. Monsieur le maire expose que le projet de création d'un nouveau préau au sein du groupe scolaire est estimé à 89 189,18 € TTC. Ce projet est susceptible de bénéficier d'une subvention État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant. Nature des dépenses, études d'honoraires divers 14 335,42 € hors taxe, travaux 59 988,90 € hors taxe, pour un total de 74 324,32 € hors taxe. En termes de recettes, aide publique DETR susceptible à 25%, 18 581,08 €. CAPV fonds de concours 11 750 €. Autofinancement commune d'AES 43 993,24 €. Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve la réalisation du projet présenté estimé à 74 324,32 € hors taxe. Approuve le plan de financement exposé. Autorise Monsieur le maire à solliciter une subvention État de la DETR 2026 d'un montant de 18 581,08 €. C'est fléché école. Comment? C'est fléché école. C'est le groupe scolaire. Donc les jours de pluie, si l'État vient donner des subventions là, les jours de pluie, si l'école publique demande d'aller dans le sous préau, c'est possible. Ah, c'est un outil communal qui peut être mutualisé, partagé. Après occupation en même temps des 2 entités, ce n'est pas possible, puisque la loi impose qu'il y ait 2 espaces distincts.
Mais effectivement, si un jour Nika Stola est en sortie scolaire et qu'il pleut des trombes et que l'école publique a besoin d'utiliser l'espace du haut, c'est tout à fait possible. C'est un espace public. C'est école, quoi. Vous auriez pu mettre, dans ce cas-là, fléché espace public, un plus haut espace public. Ça change quoi? C'est partie de l'école, c'est un bâtiment. Avec un préau au sein du groupe scolaire. Réglementairement, c'est limite. Réglementairement, c'est limite. On est quand même parti se renseigner à un moment de faire une demande comme ça. Donc on a eu une réunion sympa à la sous-préfecture de Madame Lyon, qui gère tous les dossiers de terre. Donc on a exposé notre demande, elle nous l'a validé par principe. C'est pas validé officiellement. Elle nous a pas prélevé ce détail. Pour elle, il n'y a pas de sujet de ce côté-là. C'est l'étape qui nous dit, on est parti s'en assurer. Voilà. Donc Madame Lyon Sonia, si vous voulez la rencontrer, libre de la rencontrer. Alors, ce projet de préau, il me semble que de mémoire, il n'était pas dans votre programme de campagne en janvier 2025. En tout cas, quand je le relis, je ne le trouve pas inscrit. Je ne sais pas si vous voulez le confirmer ou pas. Inscrit, non, précisément, on parlait d'une réussite de rentrée scolaire pour l'ensemble des enfants d'AES qui fréquentent le groupe scolaire. Préparer à rentrer pour l'ensemble des enfants des écoles. Les écoles. Donc effectivement, il n'était pas affiché dans le programme précisément. C'est un projet qu'on a vu arriver en début d'année et qui était estimé entre 15 et 20 000 euros de ce qu'on avait pu échanger au départ, puis qui a été budgétisé en avril à 35 000. Et au fur et à mesure de la vie du projet, et on le voit dans les délibérations qu'on vient de passer, puisqu'on était sur une estimation différente dans la demande qui a été faite précédemment à l'aglo. Et là, on est à 74 324 hors taxe. Je ne sais pas si c'est le montant actualisé, mais en tout cas, dans la commission, on nous a présenté un montant à 89 000 euros TTC. C'est ça? Voilà, donc on voit que le projet a évolué. Sans questionner le besoin ou pas du projet, c'est un projet effectivement qui va capter beaucoup de finances de la collectivité. Et donc même au-delà aujourd'hui, puisqu'avec les deux demandes de subvention qui ont été faites, c'est un projet qui mobilise les efforts des collectivités de manière générale, autant sur les recettes que sur les dépenses. On est sont tous assez surpris parce que effectivement par rapport à ce qui a été dit précédemment, effectivement quand on lit le cahier de charge de la demande DETR, il est bien précisé que dans les projets exclus, les écoles privées et les bâtiments occupés et en location sous bail sont exclus du dispositif de financement. Donc, tant mieux si Lyon vous a validé le principe du financement, on verra ce que ça donne à la ferme. Juste, il faut aussi se dire, parce que c'est déjà arrivé dans de nombreux, que l'État a 4 ans pour revenir sur une attribution de subvention. Si jamais l'État estime que l'utilisation de la subvention ne correspondait pas au projet qui avait été annoncé au départ. Donc, nous, il nous semble que c'est quand même faire prendre beaucoup de risques à la collectivité pour un projet qui, je le répète, au départ n'était pas annoncé. Alors, si tu penses qu'on détourne le projet pour aller chercher des fonds publics, tu te trompes. Le projet, il est clair. C'est doter le groupe scolaire sous sa partie haute d'un espace couvert qui servira à l'occupant scolaire qui est là pendant le temps scolaire, qui pourra servir à d'autres associations le week-end peut-être, qui pourra servir le mercredi. On a aussi un centre de loisirs qui pourra utiliser cet espace. On a l'école publique qui pourra utiliser cet espace. On a, jusqu'alors, on avait la brocante qui utilisait cet espace.
Voilà. Alors après, le besoin il n'est pas nouveau. Si ce n'était pas marqué noir sur blanc sur notre programme, que tu as vu de près, le besoin tu le connais depuis 2 ans ou 3 ans je pense, parce qu'il me semble que tu étais dans l'équipe en place ces dernières années. Votre proposition, on ne va pas la schématiser, mais c'est 5-6 mètres carrés pour faire un pré auprès des gamins à l'époque qui était beaucoup moins nombreux. Si. Nous, on n'a jamais proposé ça. Il faut assumer les propositions de son équipe. Moi, je n'assume pas le propos des autres. En attendant, c'est des propositions qui datent il y a 2 ans, et il y a 2 ans, il me semble quand même que tu étais aux responsabilités, on va dire. Voilà. C'est un problème qui est identifié en termes de mise à disposition de cet espace pour du scolaire. C'est pas nouveau. Voilà. Il y a eu des migrations, le choix a été refait de remettre l'entité sur cet espace. Le besoin, il est encore là, il est encore plus grand. Donc, non, on ne cible pas ce besoin simplement, on va chercher que ça. On dote cet espace public d'un préau qui pourra servir à d'autres activités. Voilà. Et entre autres, en attendant, on met à disposition un espace public qu'on loue, mais quand on loue des choses, on essaie de les faire en bonne et due forme. Voilà. Là, actuellement, on a le coup d'avant, on a validé l'avenant à la mise à disposition de 6 ans que vous considérez qui est un peu trop longue dans le temps et non pas précaire, mais pour une entité scolaire 6 ans, c'est précaire au possible. On est dans la précarité. Et qui plus est, quand on a un certain nombre de gamins à gérer pendant le temps méridien, pendant le temps de pause, et qu'on n'a pas d'espace couvert, on est encore plus dans la précarité. Donc le choix, il est fait de réussir la rentrée scolaire 2025. On sera certainement en 2026, on aura un temps de retard, mais on pense à tout le monde et à toutes les entités. Voilà. Alors après, le coût qu'on avait estimé au début n'est pas celui qui est là sur la table. C'est pour ça qu'on essaie d'aller chercher d'autres financements publics. Certes limités, mais voilà, on essaie d'en trouver. Après, ça va pas. On est quand même sur un sujet aussi de fond. Savoir qu'est-ce qu'on veut. On se l'est dit déjà la dernière fois, c'était un sujet de cantine. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Alors après, ce ne sera pas une demande de subvention détournée, c'est une demande de subvention qui a été présentée. On l'a validée oralement, donc on fait une demande, et on verra. Peut-être qu'il n'y aura même pas de retour positif. Voilà. Mais nous, on vous propose ce dossier DETR, un parmi tant d'autres, il peut y en avoir d'autres, et après, libre à nous de choisir lequel sera retenu. Mais là, celui-là, on va vous le présenter aujourd'hui, et on le propose au vote. Juste pour répondre, j'ai pas dit qu'il fallait remettre en question le besoin. Donc après, on discute du besoin, et on l'a fait par le passé, et moi, j'ai jamais proposé d'avoir un espace de 5-6 mètres carrés. Par contre, j'avais proposé, et ça a été intégré à la convention, d'utiliser les autres espaces de la commune. Et il y en a d'autres espaces, le Triquet, la salle d'Hélène Choubois, et d'ouvrir les autres espaces mutualisés à l'ensemble des élèves. Donc, moi, par rapport à ça, il n'y a pas de sujet. Mais effectivement, vous avez le droit de demander une subvention. J'ai juste rappelé aussi que ce projet-là, il n'était pas. Alors, tu peux me dire que moi, je le connais, mais il y a aussi les ASTAR qui ont participé à tout ça et qui ont eu la possibilité de s'interroger sur un projet qui n'existait pas dans le programme et qui, aujourd'hui, mobilise quasiment. Mais si à chaque fois que vous avez respecté le plan à la lettre, ça saurait. Un petit niveau. Mais c'est vraiment qui est. C'est pas toi, mais tu as été pendant longtemps quand même. Vous n'êtes pas gêné pour me reprocher des choses avant, on a le droit aussi de dire de la manière dont on voit les choses. Donc, très bien, vous faites une bonne subvention. Il faut juste se dire, je le redis, que quand on prend le dossier de demande d'éditeur, dans les projets exclus, il y a je le redis, les bâtiments occupés, pardon, les écoles privées, les bâtiments occupés et les locaux sous location avec bail. Voilà, et il faut se dire que l'État peut revenir sur les situations qui ont été attribuées, sur celle-là s'il est attribué, sur d'autres également. Voilà. C'est juste le propos qu'on veut tenir. On connaît très bien. C'est pour ça que nous, on trouve que c'est assez fébrile et qu'on ne va pas nous suivre sur cette demande. Moi, je trouve ça risqué pour les prochaines élections sur la prochaine équipe qui sera en place. Comment ? Je trouve risqué quand même de faire ça. Ça risque de, voilà, dans 3-4 ans, on peut nous redemander la somme là. À l'époque, quand le projet avait été proposé, il y avait des devis qui avaient été faits, c'était 35 000 €.
Et il y avait une participation de CHK. Il n'y a pas eu de demande de fait par CHK, sachant que c'est caché quand même quelque chose. D'où vous sortez ça? À D'où vous sortez? l'époque, on avait fait une réunion, j'ai des devis. Et vous avez dit que CHK allait payer un préau pour l'espace public. CHK devait participer au préau, et vous demandiez à l'époque 15 000 € de la commune, du financement. Eh bien, alors, toutes ces choses, quand même, il va falloir les justifier, Mme Guédon. Par contre, vous souvenez-vous très bien, parce qu'apparemment certains ne s'en souviennent pas, de la proposition que vous avez faite. Le passage entre la place Mathilde Tricot et le chemin qui borde le groupe scolaire. Vous voulez qu'on le prenne en photo, qu'on montre aux gens la proposition que vous avez faite? Indécente, irrespectueuse? Parce que c'est ça comme proposition que vous avez faite. Moi, j'étais pas à cette réunion. Ouais, mais moi j'étais à cette réunion. Donc ça, il faut l'assumer quand même. Là, on est 2 ans après. Alors l'État peut aller chercher 4 ans après. Mais nous, on a une mémoire, on n'oublie pas non plus. Donc il faut assumer ce qu'on a proposé à des jeunes enfants du village. Irrespectueusement. Voilà. On ne fait pas un khayalai, on ne fait pas un complexe, on ne fait pas le zénith sur le groupe scolaire d'Aetz. Voilà. On prévoit un emplacement ouvert qui servira à ceux qui sont là en location mentalement et qui pourra servir à d'autres plus tard. Et qui donnera des idées peut-être à d'autres associations. C'est un espace public. Voilà. Je ne suis pas contre le préau. Une personne est contre le préau, mais ça a l'impression d'embêter tout le monde. En attendant, voilà, on a remis, nous, tous autour de la table, à disposition cet espace pour du scolaire avec des gamins qui ont actuellement 3 algécos en place. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, nous, c'est pas ça qu'on veut. Alors, ça ne fait pas l'unanimité autour de la table, mais voilà. Il y a de l'évolution. C'est un sujet que vous connaissez très bien, qui n'est pas nouveau. Ben, il y a 2-3 ans, voilà, vous étiez en majorité, on était en minorité. Le sujet, il revient aujourd'hui sur la table, on est en majorité, vous êtes en minorité. Maintenant, je vous propose de voter. C'est-à-dire, le sujet est clair. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions, et qui vote pour? 14 votes pour. Merci. Troisième délibération que va vous présenter Maïté. Troisième délibération, modification des règles d'octroi du RICERT, possibilité de versement contractuel en CDI ou en CDD de 12 mois minimum. Le maire rappelle que plusieurs délibérations encadrent la mise en place d'un régime indemnitaire pour le personnel de la commune d'Aetz, à savoir délibération du conseil municipal du 30 juin 2017, mise en place du RICERT pour tous les agents titulaires au sein de la collectivité. Il a été modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu par la délibération 2022-10-05 en date du 19-10-2022. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'intégrer la possibilité de verser le RICERT aux agents contractuels de la collectivité en CDI ou en CDD d'une durée minimum de 12 mois. Compte tenu de ce nouvel élément et de la nécessité d'intégrer cette possibilité, il est proposé au conseil municipal de reprendre l'intégralité de la délibération 2022-10-05 afin d'y intégrer les modifications suivantes. Intégration des agents contractuels de toutes les filières en contrat à durée indéterminée, intégration des agents contractuels de toutes les filières en contrat à durée déterminée d'une durée minimum de 12 mois. Bénéficiaire, au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RICERT a été instauré pour les corps et services de l'État et sert de référence à l'établissement du régime indemnitaire pour les cadres d'emploi territoriaux listés ci-dessous. Attaché, rédacteur, adjoint administratif, animateur, adjoint animation, assistant spécialisé des ATSEM, ingénieur, adjoint technique, péricultrice, éducatrice jeunes enfants ou auxiliaire puère. Les primes et indemnités pourront être versées aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et contractuels en CDI ou en CDD de 12 mois minimum. L'indemnité liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise, l'IFSE. L'IFSE vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose d'une part sur une formalisation précise des critères professionnels liés au poste et d'autre part sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. Pour l'État, chaque part de la prime est composée d'un montant de base modulable individuellement dans la limite des plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds. Pour chaque cadre d'emploi, il convient de définir des groupes de fonctions selon les critères suivants.
fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, technicité, expertise, expérience ou qualifications nécessaires à l'exercice des fonctions, suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. À chaque groupe est rattaché un montant indemnitaire maximum annuel à ne pas dépasser. Le nombre de groupes de fonctions est fixé par arrêté pour chaque cadre d'emploi. Complément à le CIA. Il est proposé d'attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir, apprécié dans des conditions de l'entretien professionnel. Seront appréciés notamment la réalisation des objectifs, l'implication dans le projet de service, la capacité à travailler en équipe et en transversalité des aptitudes relationnelles, la rigueur et la fiabilité du travail effectué, la ponctualité et l'assiduité et la disponibilité et l'adaptabilité. Le CI a vocation à être versé aux agents qui ont effectivement exercé leurs fonctions pendant un temps suffisant, permettant à l'autorité hiérarchique d'apprécier leur engagement professionnel et leur manière de servir. Le montant du complément indemnitaire annuel n'excédera pas 15% du plafond global du RICET pour les agents de catégorie A, 12% du global du RICET pour les agents de catégorie B et 10% du plafond global du RICET pour les agents de catégorie C. Le montant individuel de l'agent, compris entre 0 et 100% du montant maximum du SUIA, est attribué au vu des critères précités. Le versement individuel est facultatif. Ce versement est non reconductible automatiquement d'une année à une autre. Les montants figurant dans les tableaux ci-dessus sont prévus pour un agent à temps complet. Compte tenu des effectifs employés par la collectivité, les montants retenus pour chaque groupe de fonctions seront compris entre 0 et le montant maximum figurant dans chaque tableau ci-dessous. Les attachés territoriaux, catégorie A, directeur général des services, l'IFSE, montant annuel 14 450 €, le CIA 2 550 €, ce qui fait entre les deux une prime de 17 000 €. Rédacteurs territoriaux, catégorie B, donc c'est adjoint au DGS, ce qui fait entre les deux primes, ça fait 11 500 annuels. Directeur administratif et financier, ça fait 9 750 €. Catégorie C, adjoint administratif territoriaux. Ça comprend agent comptable, assistant de gestion RH, agent d'accueil en charge des élections, état civil, ADS. Ça fait un montant annuel de 5 500 €. Filière animation, catégorie B, animateurs territoriaux, responsable service, scolaire, péri et extrascolaire, restauration scolaire et entretien des écoles. Ça fait 11 500. Animateur référent des mercredis scolaires, 10 000 €. Agents territoriaux d'animation, catégorie C. Agent d'animation référent d'hygiène, 6 600 €. Agent d'animation, assistant petite enfance, agent de service, 5 500 €. Filière sociale, ATSEM, 5 500 €, catégorie C. Filière technique, agents territoriaux, catégorie A, directeur des projets d'aménagement, 14 453 000 €. Catégorie C, adjointe technique, 5 500 €. Puéricultrice territoriale, catégorie A, directrice de crèche, 14 835 €. Éducatrice jeune enfant, 11 000 €, catégorie A. Catégorie B, auxiliaire puéricultrice, 8 000 €. Les conditions d'attribution, le réexamen. Le montant de l'IFSE fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction ou d'emploi, en cas de changement de grade ou de cadre d'emploi à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite à un concours. Tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonction et en fonction de l'expérience acquise par l'agent. La périodicité de versement, l'IFSE est versée mensuellement pour tous les groupes. La part variable du CIA est versée en une fraction en janvier, N plus 1 non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Modalité ou de suppression de l'IFSE en cas d'absence. En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, l'IFSE suivra le sort du traitement pendant les congés annuels, les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, les congés de maladie ordinaires hors application du jour de carence,
les congés pour accident de service ou maladie professionnelle, les congés de maternité, de paternité et d'accueil d'enfants d'adoption, les périodes de temps partiel thérapeutique. Il sera suspendu totalement pendant le congé de longue maladie, le congé de maladie de la longue durée, le congé de grave maladie. Lorsque l'agent est passé en congé de longue maladie de longue durée ou de grave maladie, à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé au titre de la maladie ordinaire ou d'un congé par accident de travail ou maladie professionnelle, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant ce congé de maladie lui demeurent acquises. Les versements des primes IFSE et CIA seront maintenus dans les mêmes proportions que le traitement pendant les périodes d'autorisation spéciale d'absence, de départ en formation, sauf de congé professionnel. Le versement des primes sera suspendu pendant les périodes de congé de formation professionnelle, de suspension dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Modulation selon le temps de travail. Pour les fonctionnaires employés à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel, les montants des primes retenus seront proratisés dans les mêmes proportions que le traitement. Attributions individuelles. Les attributions individuelles pour les deux parts du régime indemnitaire font l'objet d'un arrêté individuel du maire. Le maire attribuera les montants individuels entre 0 et les montants maximums prévus dans les tableaux subdivisés. L'arrêté portant attribution du complément indemnitaire annuel a une validité limitée à l'année. L'arrêté d'attribution de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise a une validité permanente. Cumul. Le RICEP est cumulable avec l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées. Exemple, frais de déplacement. Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat. Exemple, JPA, etc. La prime des responsabilités des emplois administratifs de direction. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Vu l'avis du comité territorial intercommunal en date du 6 novembre 2025, après avoir entendu le maire dans ses explications complémentaires, après en avoir largement délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide d'adopter les tests instituant les différentes primes et indemnités sous réserve des conditions particulières d'attribution applicables dans la collectivité décidées par la présente délibération, à savoir le décret 91-875 du 6 septembre 91, modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 84 portant dispositions applicables à la fonction territoriale, publique territoriale. Le décret 2014-513 du 20 mai 2014, modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Le décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congé. Le décret 2020-2020-582 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale dont les cadres d'emploi étaient jusqu'alors non éligibles au RICEP. L'arrêté du 20 mai 2014 modifié, pris pour l'application au corps des adjoints administratifs des administrations de l'État, des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe. L'arrêté du 19 mars 2015 modifié, pris pour l'application au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État, les dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe, l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application au corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe, l'arrêté du 3 juin 2014 modifié pris pour application au corps des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014 et son annexe. L'arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application au corps des adjoints techniques de l'Intérieur et de l'Outre-mer et des adjoints techniques de la Police nationale des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État. L'arrêté du 20 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement
professionnels dans la fonction publique de l'État. L'arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'Intérieur des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, l'arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants du service social des administrations de l'État et des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret 2014-513 du 20 mai 2014, de valider les critères d'octroi du RIFSEPT présentés ci-dessus, d'adopter les propositions du maire relatives aux nouvelles conditions d'attribution du RIFSEPT aux bénéficiaires mentionnés dans la présente délibération, d'abroger la délibération du 2022-10-05 du 19-10-2022 relative au RIFSEPT, précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet le 13-11-2025 et que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Est-ce que vous avez des remarques? Nous l'avons travaillé dans la commission ressources humaines. Je me rappelle d'une question de l'opposition la minorité qui m'avait demandé le coût. D'accord? Le coût sera, en allant à la fourchette vraiment supérieure, au maximum. Ça sera un coût de 40 000 euros. Le barème le plus haut. D'accord? Hein? Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question que vous avez posée? Ça ne veut pas dire que 40 000 euros seront ça ne veut pas dire que 40 000 euros seront distribués. J'ai une question qu'on avait posée parce que ça concernait plusieurs personnes. Il faut rappeler que en fait, ces primes fonctionnaires n'ont droit, c'est pour intégrer les personnes, les contractuels. Et donc on nous demandait combien de personnes ça concernait et non, vous n'avez pas demandé le nombre, vous avez demandé le montant. C'était le montant. Bah oui, mais en fait, le montant est le montant. Moi, le montant, je suis partie de la fourchette la plus haute. Le maximum qu'on pouvait donner, c'est 40 000 euros. Ça ne veut pas dire que ça va être 40 000 euros qui seront donnés dans les primes pour le RICEP. Voilà, je suis partie, on est parti au maximum. Oui, c'est ça. Alors ça sera... Tu peux voir un coup? Oui. Vas-y, et alors, du coup, ma question c'est combien ça sera? De quoi? Là, D'argent ou... Là, vous nous annoncez le coût maximum. Mais comment on a... C'est au cas par cas en fait. C'est au cas par cas. Une catégorie C, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Ça va être Oui, au cas c'est par cas. exactement la discussion. Au cas par cas, ça va être. J'ai pas désespéré d'avoir une Non, ça va être au cas par cas. Si c'est à l'évaluation annuelle, c'est là que c'est décidé combien une catégorie C va toucher par rapport au CIA, par rapport à son travail qu'il a fait, par rapport à... Mais en termes de calendrier, on ne peut pas dire. Ça peut très bien être zéro, comme 40 000 du matin. Comme 40 000. Parce qu'en fait, on est dans la période où il y a les entretiens de fin d'année. Et en fait, voilà, les objectifs atteints, pas atteints, on ne peut pas te dire en amont déjà combien il y aura, le montant. C'est pour le CIA, hein, ça, je te parle pour le CIA. Je vous laisse échanger. Et effectivement, la question qu'on avait posée à la commission, et je suis surpris qu'on n'arrive pas à avoir plus d'éléments que ça, parce qu'en fait, on peut simuler exactement à quelques euros près le coût, la prime qui sera attribuée pour chaque agent. Parce Et qu'effectivement, dans la mesure où on a décidé de comment on a l'exposition. Là, on ouvre la possibilité et le maximum c'est 40 000. Pour autant, aujourd'hui, on ne s'est pas dit, tiens, là, on aura atteint sur lui, enfin voilà. Dans la mesure où on aurait Tu ne vas pas donner à quelqu'un qui a une catégorie C au premier échelon ou au deuxième échelon la même prime qu'un qui est au 7e ou 8e échelon. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui arrive en catégorie C qui est déjà au 7e ou 8e échelon, il n'aura pas la même prime. C'est pour ça que c'est au cas par cas. Ça ne te convient pas? non. Si je peux aller au bout de ce que je veux dire, effectivement, c'est au cas par cas. Effectivement, ça dépend de la situation de l'agent. Je
cadre d'emploi dans lequel il évolue et de son corps de métier. Vous savez quels agents sont concernés, puisque vous savez quels agents sont contractuels aujourd'hui sur la collectivité. Parce que c'est contractuel de plus de 12 mois. C'est bien ça. Donc vous savez qui est ciblé par cette possibilité-là. À partir du moment où vous savez qui est ciblé, vous savez sur quel emploi il est positionné et sur quel échelon aujourd'hui il se situe. Et par rapport à lui, à l'agent en question, vous savez comment il se positionne par rapport à ses collègues qui sont dans la situation identique ou à peu près équivalente. Donc à partir de ces éléments-là, la situation de l'agent, son cadre d'emploi, ses missions, ses collègues autour de lui et leur situation également, en fait, c'est facile de faire des simulations pour savoir. Mais en fait, si je peux aller chaud. Nous, on a toujours réussi à faire ces simulations et à savoir un agent, en fonction de sa situation personnelle, combien il est. Parce qu'en fait, derrière, là, à partir du moment où on va délibérer, l'agent, on ouvre les droits aux agents. Donc, très rapidement, derrière, il va être en capacité. Quand vous l'avez créé, quand vous l'avez fait, cette délibération en 2022, là, vous saviez, vous, le montant que vous donneriez? Oui. Et quand une catégorie B touche un maximum enfin, vous en avez parlé, vous en avez échangé? Donc, on a su à chaque fois qu'on a présenté une délibération, le coût, ça avait. En 2022, tu savais, toi, les agents, combien ils toucheraient chacun leur montant? Oui. Mais non, tu ne peux pas le savoir. Oui. Sur la fourchette haute. Comment On prend la fourchette la plus haute. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Donc, C'est ce qu'on a fait, on a dit 40 000 euros. Donc ça concerne, je sais pas, 8, 10 personnes, et au total, ça fait 42 000 euros. On est d'accord? Le maximum, mais ça ne veut pas dire que ça sera 40 000 euros. Ça ne sera pas 40 000. Mais ça ne peut pas aller au-delà de 40 000. Je vais aller dans votre sens, ça ne sera pas 40 000. Non, ça ne sera pas 40 000. Et on est le 13 novembre, et ce travail, on doit le mener. C'est un gros travail qu'on doit mener, mais il n'est pas acté encore. Donc on ne peut pas répondre à la question. On ne peut pas te dire, là, aujourd'hui, dans un mois, il fera certainement plus jour, mais là, aujourd'hui, le 13 novembre, on ne peut pas te dire exactement combien est prévu, non, en IPSEP au total. Au maximum 40 000. Je trouve dommage qu'on n'arrive pas à se projeter là-dessus parce que on ne va pas demander une fois de plus au budget communal d'assumer cette ouverture de droit vis-à-vis des gens. Après, je vais discuter dans un deuxième temps de la pertinence d'aller ouvrir cette possibilité aux agents. Mais aujourd'hui, on nous demande de valider un dispositif dont on n'est pas capable de mesurer les impacts. Je trouve ça dommage parce qu'effectivement, nous, en 2022, on l'avait fait parce que ça s'appliquait déjà depuis 2017. On l'a mis en place en 2017. Et on l'a mis en place en 2017 de manière progressive, justement, pas sur l'ensemble des agents au départ, et pas sur les mêmes taux de rémunération que ce qu'on a ouvert par la suite, et notamment quand on a fait la mise à jour en 2022, puisqu'on l'a voté au départ en 2017 pour 4 années de fonctionnement, et ensuite on a remis tout ça à plat, et on a augmenté les droits en 2022. Donc aujourd'hui, je regrette qu'on n'arrive pas à répondre à cette question, parce que c'est dès demain, à partir du moment où ça sera monté, on va demander au budget communal de l'assumer et il faudra aussi qu'on apporte la réponse aux agents, de quelle manière ils vont pouvoir en bénéficier. Donc je pense que, je regrette que dans la méthode, on n'arrive pas à décliner le travail jusqu'au bout avant de valider le dispositif. Et ensuite, si je peux continuer, pour la pertinence de cette délibération sur les personnes qui sont visées, moi je m'interroge également sur, jusqu'à présent, on avait fait le choix de ne pas l'ouvrir au contractuel. Pour deux raisons, c'est que il faut éviter absolument d'avoir des contractuels dans la fonction publique. Ça peut arriver dans certaines situations, pour pallier à des absences, pour pallier à des accroissements d'activité, mais il faut éviter d'avoir des contractuels. Et la deuxième, c'est que la plupart des personnes qui sont contractuelles sont sur des postes où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un concours pour devenir fonctionnaire. C'est-à-dire que tous les postes de catégorie C, voilà, ou en tout cas la plupart des postes de catégorie C, si la collectivité le décide, et si la relation se passe bien avec l'agent, si chacun y trouve son compte, on peut titulariser ces personnes sans qu'il y ait besoin d'avoir un concours. C'est pas tout à fait pareil avec les filières administratives, etc., où on est
faut absolument avoir un concours. Là, c'est plus compliqué parce que un concours, c'est pas facile. On ne peut pas ça comme ça. Donc, vu qu'il y avait peu de cas et des cas forcément assez temporaires, puisque derrière l'idée c'est quand même que les agents puissent être titularisés, s'ils le souhaitent, c'est pour ça qu'on a pas ouvert contractuel. Moi aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que c'est pertinent de l'ouvrir au contractuel, dans le sens où on veut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient titularisées, et finalement, quel est l'intérêt d'aller se faire titulariser si on a finalement autant de droits que quand on est contractuel que quand on est titularisé. Voilà. Dans la démarche de monter en grade professionnel, moi je trouve intéressant qu'un contractuel n'ait pas accès aux mêmes droits directement qu'une personne qui est titularisée, parce que sinon on n'amène pas les gens à vouloir être titularisés. Ouais. Après, les temps changent, la population qui tape à la porte aussi des collectivités, tu as souvent des gens contractuels, tu l'as dit, et qui n'ont pas tous envie d'être titularisés. Et il y a aussi des gens contractuels qui ont fait le job pendant un an, et au bout d'un an, qui viennent te dire mais moi j'aimerais bien continuer, je ne veux pas être titulaire. Par contre, qu'est-ce que vous proposez en termes de salaire? Et c'est aussi un levier d'action. Et tu peux enclencher sur un CDD et essayer de jouer sur ça et peut-être convaincre la personne que l'avenir pour elle c'est la titularisation dans la fonction territoriale. Après, il y a de plus en plus de personnes contractuelles dans tous ces domaines. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Parce que moins attractif, parce que beaucoup plus de mobilité, parce que les gens sont moins fidèles au travail comme il était avant. Avant, on cherchait plus la sécurité de l'emploi. C'est peut-être pas vrai maintenant. Il y a un monde du travail qui évolue aussi. Et mettre sur le même piédestal aussi finalement deux collègues, alors un qui a eu la chance d'être titularisé, l'autre qui ne l'est peut-être pas, et faire des distinguos au niveau salarial, ça c'est limite. Je ne dis pas que c'est la vérité d'ouvrir à tous les contractuels tout, mais mettre sur le même pied d'égalité et avoir la possibilité de valoriser du très bon travail effectué par un contractuel, et à côté d'avoir peut-être un titulaire qui n'a pas fait le boulot, qui a moins répondu aux besoins et qui lui va avoir la sécurité salariale, ça pose question dans le management. Et là, on ouvre à cette population qui intègre de plus en plus de collectivités. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y aura une prime à la rivière. Ça peut être zéro. Ça peut être 40 000. Tout le travail est amené là, dans les entretiens, sur le résumé, sur l'année, sur le travail effectué. On est sur cet exercice. Bon, après, si c'est zéro, ça veut dire qu'ils sont pas bons. Ouais, mais c'est... Pas bon, vous êtes quand même. Non, il y a un agent dans une année a droit à des problèmes aussi. Il ne peut pas être tout le temps dehors, et puis voilà, il faut. Pardon, je vous invite tous à faire la différence entre CIA. Tout à fait. Non, à moi, tu ne me diras pas, à moi, tu ne me fais pas dire de faire la différence. Parce que mais je sais pas, parce que ça fait 28 ans que je travaille dans une collectivité. D'accord, Maïté, mais tout à l'heure, tu nous as dit, et on choisit aussi par rapport au calendrier, on ne sait pas encore comment. Le CIA, oui, parce que le CIA, c'est par rapport à ton travail que tu fournis, à ton intégration, et c'est au bon vouloir du maire. Il y a l'IFSET, il y a CIA et l'IFSE. Et l'IFSE. Donc, au bon vouloir du maire, mais avec la validation sur proposition du N+1 quand même. Oui. C'est pas le maire qui dit bon ou blanc, celui-là je n'aime pas. C'est quand même le maire quand même qui signe et qui dit oui ou non. Le maire formalise et signe l'arrêté. De ce côté-là, rassure-toi, c'est confiance à tous les chefs de service. Je n'en doute pas. Mais d'autant plus que c'est bien le chef de service qui fait l'entretien individuel et qui du coup met une appréciation par rapport à la manière de servir de l'agent, avec effectivement un arrêté de traitement qui est signé par le maire. Mais voilà, c'est pas. Et je le redis, il faut faire la différence entre le CIA et l'IFSE. L'IFSE, le CIA, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez. C'est une fois par an. C'est une fois par an, en janvier. Entre 0 et 100%. Exactement. Par contre, l'IFSE, c'est chaque mois. C'est la même somme. En même temps que le salaire, c'est la même somme qui est définie par la situation de l'agent au regard des critères et de ce qui est proposé là dans la délibération. Et donc, c'est pour ça que je le redis, on sait à peu près combien les agents qui sont concernés vont toucher à la fin du mois. Alors, vous allez avoir
métrage à faire sur un peu plus, un peu moins, mais on doit être capable de dire, pour certains agents, à 10 € près, combien ils auront sur la fiche de paie. Tu fais agent d'animation, tu prends le montant, tu le divises par 12, c'est tout, ça te donne un montant mensuel. Je le ferai. On est en train de mener ce... Bon, c'est pas les personnes qui vont commencer. Mais Rancho, dans l'équipe de la collectivité, il y a eu un peu de turnover, mais il y a une grande partie qui est là depuis quelques années, que vous avez eu le temps de connaître de plus près, avec qui vous avez travaillé, vous avez des années de recul par rapport au travail rendu, qu'on n'a pas nous. On arrive en janvier. Donc on fait cette analyse aussi. Laissez-nous le temps. D'abord, on a une petite trentaine d'agents dans la collectivité. Voilà, laissez-nous le temps. Et ça, c'est le gros travail qu'on a à faire maintenant, oui. Mais on va le faire. Mais on sait très bien que le CIA, c'est one shot en janvier et que l'IFSE, c'est tous les mois à la fin sur la taille. Voilà. Mais on est au 13 novembre, encore une fois, je l'ai dit, et on va commencer ces entretiens. Et le maire va s'entourer des chefs de service, il fera confiance, et voilà. Et on proposera quelque chose. Bon, sachez quand même que le CSTI a émis un avis favorable pour ce lycée. On n'a pas reçu l'avis du CSTI. Là, on n'a pas reçu l'avis du CSTI. J'ai eu le CDG, en fait, j'ai eu la personne responsable qui s'occupe une responsable qui m'a dit officieusement qu'on avait un avis favorable. Nous sommes dans l'attente. On pensait l'avoir aujourd'hui pour le conseil municipal, mais nous n'avons pas reçu l'avis du CSTI. Mais c'est favorable. C'était le 6 novembre, il y a eu un week-end à rallonge, peut-être qu'on fait le tour. Ça va pas tarder à avoir un retour officiel rapidement. Alors moi j'ai loin d'avoir ton expérience parce que je connais ça juste en début d'année, mais peut-être que c'est une manière aussi de garder nos employés. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des équipes qui restent que des gens qui se renouvellent. Or on peut dire que quand on est arrivé, il manquait pas mal de monde. Hein. Alors je ne sais pas comment voilà, on se dit que peut-être si on les remercie pour le travail et un peu financièrement aussi, on aura des équipes qui seront là, qui tourneront, qui resteront dans le temps aussi. Ah, c'est un levier d'action, c'est sûr. Mais... C'est sûr et qu'on va gagner en efficacité et en constance. Pas sur de l'emploi précaire. Comment ? Pas sur de l'emploi précaire. Au bout de 12 mois, le contractuel peut partir, donc on ne va pas gagner en constance. Tu peux partir. Même un titulaire, il peut partir s'il en a envie. Moi j'ai travaillé Ils ne sont pas mariés à la collectivité, ils ne sont pas mariés avec nous. D'accord, mais il peut mieux s'il y a eu un peu plus d'aide financière et de choses comme ça, peut-être que le poste aurait été plus facile à garder. Et tu aurais refusé une titularisation ? Oui, parce que c'est un métier difficile, parce qu'il y a certains postes qui sont très difficiles et qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir sur la longueur au niveau... Oui, mais dans la fonction publique, la titularisation, elle ne t'oblige pas à rester sur un poste, mais elle te permet aussi d'avoir une évolution de carrière. Mais quand on a des postes sans diplôme et qu'on ne se sent pas forcément apte à passer des concours, mais qu'on a des postes qui sont indispensables à la vie de la commune... Il y a le poste sans diplôme. Mais bon, c'est vrai que les contrats ça qui permettent justement de titulariser. C'est ça en fait le propos, c'est que nous, il nous semble que si on veut avoir de la constance et de l'engagement vis-à-vis de la collectivité et une vraie relation entre les agents et la collectivité, il faut aller vers de la titularisation, surtout sur les postes qui sont sans diplôme. Donc, bon, c'est un choix. Bon, sache quand même que les CDD qui arrivent, ils passent en stagiarisation. Les agents qui étaient en CDD vont être stagiarisés. Tout à fait. Donc, quand même une volonté aussi de notre part de stagiariser et de titulariser les agents. Tu m'as dit qu'il y avait une volonté de... Non, c'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Effectivement, il y a eu vous avez proposé des titularisations, vous avez mis en place et très bien. Et c'est justement dans cette démarche-là, même vis-à-vis des agents, il faut aussi les accompagner pour vraiment aller vers la titularisation, parce que c'est ça la démarche professionnelle dans la fonction publique. Alors après, il y a toujours des manques et on peut toujours regretter que même en étant titularisé, on n'accède pas à assez de traitements qui peuvent bénéficier aux agents. Mais la titularisation, c'est quand même la démarche
pour permettre des niveaux supérieurs à la fonction publique. Ouais, mais tu n'as pas échappé quand même que le monde du travail est très évolutif et que c'est pas super attrayant actuellement la fonction publique. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et que les gens et les services techniques des AS qui sont là pour le prouver, ne cherchent pas forcément à être titulaire là où il y a 20 ans. Un gamin de 20 ans était le roi du pétrole, comme dit, tu as signé ton contrat en CDI à la collectivité des élèves. On n'est plus sur ça, ça évolue. Ça s'adapte. Après, là c'est des leviers qui, on va tous au boulot, il y a la passion, mais il y a aussi ce que tu gagnes à la fin du mois qui te fait rester dans un boulot ou pas. On n'est pas sur des salaires mirobolants, on va dire, dans la fonction publique, territoriale. Voilà. C'est des petites marges de manœuvre qu'il faudra apprécier, qu'il faudra assumer, et certainement pas mettre la collectivité en difficulté en faisant des chèques en blanc à tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Et les entretiens vont être menés, et les chefs de service, certains depuis quelques années, le personnel aussi dans certains services est assez stable, donc t'inquiète, une continuité. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a d'agents de catégorie ABC qui ont Combien il y a d'agents de catégorie ABC qui sont concernés par ces Catégorie A, il y en a un. B, il n'y en a pas. Si, il y en a. Nicolas. Stagiarisé. Et C. Catégorie C. 6. Il n'y a pas de catégorie B et 6 catégories C. Mais ça va évoluer. Dans quelques mois, ce sera plus vrai ces chiffres. Donc là, qui sont concernés par cette Puisque la stagiarisation. Qui sont concernés par cette délibération et qui font partie de votre enveloppe de 40 000, ce sont ces personnes-là. Oui. Et après, c'est 40 000, peut-être ça sera que 15 000. Oui, on est d'accord. Mais encore une fois, ça leur ouvre la possibilité, mais les titulaires sont petits dedans. S'il y a l'IFSE, c'est aussi pour les titulaires. Mais on a la possibilité aussi de demander aux stagiaires. C'est ni plus ni moins que l'objectif. On va passer au vote. Qui s'abstient? 5 abstentions. Qui est contre? Qui est pour? 14 pour. Merci. Quatrième délibération, mise en place du télétravail pour les agents de la commune d'Aetz. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L430-1, vu le décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, vu le décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leur établissement public, vu l'avis du Conseil social territorial en date du 6 novembre 2025, considérant que le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions de télétravail, notamment le coût du matériel, logiciel, abonnement, communication et outils, ainsi que la maintenance de ceux-ci. Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail. Aucun emploi ne peut être préservé à un agent en télétravail. Aucun emploi ne peut justifier qu'un agent ne procède pas à une demande d'exercice des fonctions en télétravail. Monsieur le maire propose le règlement de télétravail suivant. Objet et cadre légal. Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre et d'organisation du télétravail au sein de la mairie d'Aetz, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. L'accord cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, la délibération du conseil municipal de la mairie d'Aetz adoptant ce règlement. Article 2. Définition et principes. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans des espaces municipaux sont réalisées hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail repose sur le principe de volontariat, réversibilité, double égalité et traitement. Mêmes droits et obligations que les agents sur site. Égalité de traitement entre télétravailleurs et non télétravailleurs. Et de conformité entre l'agent et sa hiérarchie. Article 3. Agents et activités éligibles. Agents éligibles. Le télétravail est ouvert aux agents administratifs, fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels dont les fonctions sont compatibles avec le travail à distance. Responsables et adjoints responsables dont les fonctions d'encadrement peuvent être partiellement exercées à distance sans nuire à la continuité et à la qualité du service ni à l'encadrement de proximité. Activités éligibles sont éligibles au télétravail de missions qui peuvent être réalisées de façon autonome à distance. Ne nécessitent pas la présence physique de l'agent sur le lieu de travail. Exemple, accueil physique du public, manipulation de documents papier ou de matériel strictement nécessaire à l'exercice des fonctions, mission d'astreinte, etc. L'éligibilité est appréciée au regard de la nature des activités exercées et de l'intérêt du service et non du poste. Article 4. Quotité de télétravail. La quotité de télétravail est fixée à 6 jours maximum par mois pour l'ensemble des agents éligibles, administratifs responsables et adjoints responsables. Cette quotité peut être utilisée sous forme de journée complète. Elle peut être fractionnée en demi-journée sur accord préalable du supérieur hiérarchique, en respectant les nécessités de service. Les jours de télétravail sont fixes ou flottants, modulables, et définis dans l'autorisation individuelle en concertation avec le responsable hiérarchique, en respectant un minimum de présence sur site. Modalité d'organisation. Lieu du télétravail. Le télétravail s'effectue au domicile de l'agent, résidence habituelle, ou, le cas échéant, dans un lieu autre privé agréé par l'autorité territoriale. L'agent doit fournir une attestation d'assurance couvrant le lieu du télétravail. Temps de travail. Les agents de télétravail conservent l'intégralité de leurs obligations en matière de temps de travail, durée quotidienne et hebdomadaire, temps de pause, repos, etc. L'employeur s'engage à garantir le droit à la déconnexion en dehors des heures habituelles de service. Moyen de travail, l'employeur fournit ou assure la mise à disposition des équipements nécessaires à l'exercice du télétravail, ordinateur portable, accès sécurisé au réseau, etc. et garantit leur entretien. Article 6. Procédure d'accès et fin du télétravail. Demande et autorisation. L'agent formule sa demande par écrit auprès de l'autorité territoriale, maire, précisant les modalités d'organisation souhaitées, jour de télétravail, lieu, etc. L'autorité territoriale ou le responsable de service instruit la demande au regard des critères d'éligibilité et des nécessités de service. L'autorisation est donnée par arrêté individuel pour une durée maximale d'1 an renouvelable. L'entretien préalable doit être mené en cas de refus, lequel doit être motivé. Une période d'adaptation de 3 mois maximum peut être prévue lors de la première autorisation. Réversibilité et interruption. L'agent peut demander à mettre fin à son télétravail. L'administration peut mettre fin au télétravail à tout moment pour motif d'intérêt du service, sous réserve du respect d'un délai de prévenance, 1 mois maximum pendant la période d'adaptation, 2 mois maximum de là. Après l'entretien préalable, les motivations écrites. Article 7. Santé, sécurité. Santé et sécurité. L'agent télétravailleur est couvert par la législation sur les accidents de service dans les mêmes conditions que sur site. Article 8. Disposition finale. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par délibération du conseil municipal et après avis du comité social territorial intercommunal réuni le jeudi 6 novembre 2025. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adopter le règlement de télétravail défini ci-dessus, d'instaurer le télétravail au sein de la commune d'Aetz, de valider les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus. On a eu des questions, des remarques sur cette délibération. Ouais, je viens de me rendre compte par rapport à 6.2 réversibilité et interruption. On a mis par rapport au délai de prévenance, vous avez mis 1 mois maximum. 6.2. 1 mois maximum, c'est pas 1 mois minimum. Le délai de prévenance, c'est un délai minimum. 6.2. À la fin, là, deuxième ligne, délai de prévenance, 1 mois maximum pendant la période d'adaptation. Ben non. Donc, parce que la phase d'adaptation, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Oui, mais c'est le délai de prévenance pour arrêter. C'est moi qui ai mal compris la phrase. On peut mettre fin au télétravail à tout moment pour motif d'intérêt du service sous réserve du respect d'un délai de prévenance. 1 mois maximum. Mais où tu vas, ça C'est pas le minimum. On prévient au minimum dans 1 mois. Ça voudrait dire que demain, je dis à l'agent pas de télétravail. T'as 1 mois. T'as 1 mois. C'est à la fin du mois. Si c'est aujourd'hui au 1er novembre, au 1er décembre, tu fais plus de télétravail.
Mais le délai de prévenance, c'est minimum. Le délai de prévenance, c'est donc minimum de 1 mois. Si minimum, il te faut un maximum. Non. C'est Il faut que tu préviennes au minimum. libre. Il n'y a plus de limite. Mais justement, c'est quoi Mais non, mais en fait, je pense que là, c'est 3 mois d'adaptation. C'est pour pas dire au bout de 2 jours, j'arrête. Voilà. C'est faire un essai sur une temporalité d'1 mois minimum. Non, maximum. Maximum. Et, ouais, maximum d'1 mois, on te laisse un essai d'1 mois, même sur une période d'adaptation de 3 mois. Et après, au bout d'1 mois, tu peux dire non, moi ça ne va pas, j'arrête. Et dans le... Là, c'est l'administration. C'est ça. Oui. L'administration peut mettre ferme. C'est-à-dire quand vous, monsieur le maire employeur, vous décidez de mettre ferme au télétravail de l'agent, Mais je ne peux pas le faire. et le délai de prévalence, Ouais. il faut qu'il soit au maximum d'un mois ou au minimum d'un mois. Et le maximum d'1 mois. C'est-à-dire qu'un mois après le début de la période d'adaptation, on ne peut plus lui dire que non. On ne peut plus lui dire que non. C'est ce que je prends. Et après Un mois maximum pendant la période d'adaptation. Au-delà de cette période-là, De toute façon, vous aurez beau reprendre, c'est la loi. Non, mais en fait, C'est écrit comme ça, en fait. Non, mais c'est C'est la loi. Donc, vous allez le chipoter pour minimum, maximum, mais c'est comme ça. Mais non, mais c'est important. oui, Et la compréhension, parce que pour l'agent, ça veut dire que demain, je peux lui dire qu'il arrête, ou bien j'ai 1 mois pour le prévenir. Et s'il vaut mieux qu'il ait 1 mois qu'on le prévienne 1 mois en avance. Eh bien, en fait, si tu fais 1 mois maximum, tu le sécurises aussi dans le télétravail. Si au bout d'1 mois et 10 jours, tu trouves que ça ne va plus, mais l'agent, lui, il veut continuer en télétravail. On ne comprend pas la phrase de la même manière. C'était par rapport à l'agent, mais c'est comme vous. Non, je comprends. Mais pour moi, c'est parce que même quand nous, on pose un préavis comme ça, on a 1 mois minimum pour prévenir l'employeur, pour prévenir. c'est dans la première phase. C'est l'agent peut mettre fin à son télétravail. Par Ouais. contre, l'administration peut mettre fin également au télétravail, mais seulement dans le premier mois d'adaptation. Sous réserve d'un délai de prévenance. Il a un délai de prévenance. Donc il faut qu'il prévienne combien de temps? 1 mois maximum pendant la période d'adaptation, C'est 2 ça. mois maximum au-delà. C'est-à-dire qu'il a 1 mois pour faire un entretien et lui dire que la période que ça ne peut pas continuer en télétravail. Au-delà de 1 mois, Mais en fait, c'est ça. Mais c'est- Je comprends la Je vois pas pourquoi on chipote là, parce que C'est pas chipoté. Non, mais c'est- Je en fait, pense c'est- qu'il y a tu- une erreur de... Tu valides un télétravail. En fait, je peux Non, mais tu valides un télétravail à un agent et tu as une période de 3 mois préalable, voilà, pour l'adaptation de 3 mois. Si toi, en tant qu'employeur, tu te rends compte qu'au bout de 2 semaines, mais que ça ne le fait pas parce que ça manque de présentiel au service, eh bien, il faut le convoquer avec un entretien préalable, une motivation écrite, et tu peux rompre ce télétravail de manière unilatérale. Je le comprends comme ça. Si on n'est plus dans la période d'adaptation des 3 mois, tu peux aussi le faire, et donc là, on est sur 2 mois 2 mois maximum. maximum. Et c'est 2 mois pourquoi? pour qu'il arrête son télétravail. Pour le prévenir. Non, pour arrêter. Pour le prévenir qui ne pourra pas continuer en télétravail. Pour le prévenir de la date d'arrêt. C'est nous que dans ce sens-là, on pense que c'est plutôt un minimum, parce que plus on le prévient tôt, Mieux c'est pour Ah, lui. on le sait. Ben là, je pense que ça a été tourné ça dans le sens des travailleurs qui souhaiteraient avoir du télétravail et avec un patron en face qui souhaiterait le bloquer sur le télétravail. Mais justement, il se pénalise là. Ouais. Parce que quand tu dis maximum, ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux lui supprimer le télétravail. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois et un jour, la période de 3 mois d'adaptation, ben, elle court. Donc tu ne peux plus lui dire stop. Sinon, si tu as 3 mois de période d'adaptation, et qu'au bout d'1 mois et un jour, tu te dis, ben mince, je voulais pas en fait qu'il fasse du télétravail, eh bien l'agent continue de les sécuriser pendant 3 mois. Je les comprends comme ça. Moi. Ah non, Ouais, non, parce qu'on peut mettre fin au télétravail à tout moment. L'agent, l'agent. pas l'administration. L'administration. L'administration peut mettre fin au télétravail à tout moment pour motif l'intérêt du service. Sous réserve Et continue la phrase, il faut un continuer délai la de phrase. prévenance. 1 mois maximum pendant la période d'adaptation. Ça veut dire que du moment que tu le préviens, il peut, tu as 1 mois, il a 1 mois pour arrêter. Tu peux lui faire arrêter par exemple au bout d'1 mois maximum. Tu peux pas lui dire dans 1 mois et demi tu arrêtes. C'est 1 mois maximum pendant sa période d'essai. Au-delà du fait que quand il a fini sa période d'essai, si tu as continué à travailler en télétravail, que du jour au lendemain tu décides que tu ne veux plus qu'il fasse du télétravail, dans ce cas-là, tu as 2 mois pour lui faire arrêter. C'est-à-dire que tu peux lui dire mais tu arrêtes dans 1 mois et 3 semaines. Ou dans 1 jour. Maximum. Maximum 2 mois. Donc à l'inverse, tu peux dire du jour au lendemain. Tu peux lui dire du jour au lendemain. Voilà. Tu as un maximum de mois. C'est pas normal.
C'est pas normal dans quel sens? Mais c'est pas c'est la loi qui est marquée comme ça. Après, l'agent il est pénalisé parce que du coup, ici, c'est organisé sur le cas du télétravail. Du jour au lendemain, l'employeur peut lui dire. Mais non, justement. Mais non, il a un mois. C'est l'inverse comme jour. L'agent peut demander à mettre fin à son télétravail, point. Il n'y a pas d'autre condition derrière. L'administration peut mettre fin au télétravail à tout moment. Il faut déjà justifier un motif, un intérêt du service avec un entretien préalable et une motivation écrite, et sous respect des délais de prévenance, soit un mois maximum pendant la période d'adaptation de 3 mois, soit de 2 mois maximum au-delà. Je ne comprends pas la même chose. On ne comprend pas dans le même sens. Non. Le délai de prévenance, c'est le délai pour lequel on se donne pour prévenir l'agent dans l'intérêt de l'agent. Il faut qu'il soit le plus long possible. Le délai de prévenance, c'est pas obligatoire. Ça peut être. C'est pas obligatoire un délai d'adaptation. Si. Le 3 mois maximum peut être prévu lors de la première autorisation. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tu ne donnes pas de période d'adaptation, tu autorises un télétravail à quelqu'un en service, et tu as 2 mois maximum pour revenir en arrière en tant que patron. C'est ces deux destins qu'il y a. C'est soit. Non, parce que l'administration peut mettre fin à tout moment. Alors, finis la phrase pour motif d'intérêt de service et sous réserve du respect de délai. Tu peux revenir, Rancho. C'est marqué noir sur blanc. Il faut respecter. On ne comprend pas la même chose. Non, mais si vous me laissez aller au bout de ce que je voulais dire, le délai de prévenance, pour l'intérêt de l'agent, il faut qu'il soit le plus long possible. Donc pour border ça, il faut imposer un minimum. Mais tu n'es pas dans l'intérêt de l'agent. Dans l'intérêt de l'agent, c'est quoi? L'agent peut demander à mettre fin à son télétravail. En fait, il est en train de comparer ça à une rupture de contrat, où une entreprise dirait à son employé qu'il ne va plus faire partie de l'entreprise, et il y a un délai de 2 mois. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ça? Il y a un délai de 2 mois entre le moment où tu préviens l'employé et le moment où il ne pourra plus partir. Voilà, et comme ça, donc si tu veux border l'intérêt de l'agent, il vaut mieux que ce délai, tu l'imposes un minimum. C'est-à-dire que tu imposes à l'employeur d'avoir au minimum 2 mois, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prévienne 2 mois avant ou plus. Mais si tu dis maximum 2 mois, il peut prévenir dès demain ou jusqu'à 2 mois. Donc à l'intérêt de l'agent, il vaut mieux qu'il dire au minimum 2 mois ou plus loin, que ça donne la visibilité pour l'agent. Dans la loi, c'est pas écrit comme ça. Dans la loi, il est écrit, il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail à tout moment et par écrit à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de 2 mois. Donc il a 2 mois pour dire, peu importe qui on va arrêter le télétravail. On n'a pas de notion de minimum. Non. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation. Marie, c'est le CDG qui a pondu ça. C'est le CDG qui a. C'est l'heure, ça arrive à tout le monde. Non, mais là, c'est validé par un collège syndical, un collège de patrons, plus des fonctionnaires. Ça a été validé à l'unanimité. On va poser la question, mais je pense que. Sachez qu'on a voulu mettre un règlement intérieur, parce que si je suis. Parce qu'il y a des années en arrière, il y avait quand même des agents qui étaient en télétravail et qui n'avaient pas de règlement intérieur. Donc il fallait formaliser quelque part. Oui, c'est donc je vous mets quand même un peu. Voilà, mais effectivement, il n'y avait pas de règlement intérieur sur la collectivité, on en a assez battu. Et pour autant, le télétravail existait sur la collectivité. Oui, mais tu n'avais pas le droit. Il fallait un règlement intérieur pour qu'il y ait un télétravail. Sans règlement intérieur, l'agent ne peut pas faire de télétravail. Je pense aussi que c'est aussi dans le sens de l'agent. Quand on te dit. Non, mais quand on te dit pas de période d'adaptation, on te valide le télétravail. Toi, tu t'organises chez toi, tu te mets en place, et on te le dit au bout de 5 mois. Non, 5 mois, je suis en télétravail. Mais là, ils ont mis un taquet à 2 mois pour le patron, pour dire si oui ou non tu continues en télétravail. Et ça va dans ce sens-là, je le dis comme ça. Parce que si tu, je sais pas, au bout de 6 mois, tu dis mais non, ça ne va plus, ben, la personne s'est quand même organisée dans son quotidien, professionnel, familial, alors que là, ben, le télétravail, c'est pas rien quand même. Le télétravail, c'est quelque chose qui a connu une effervescence avec le Covid, il y a quand même beaucoup de retours en arrière. Ça dépend du métier. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont goûté au télétravail et qui ont de nouveau besoin d'un lien social et qui reviennent en arrière. Alors là, il y a des taquets comme tu dis. Mais là, moi, je le dis comme ça. C'est que tu donnes, toi, tu autorises un télétravail, période d'adaptation, tu as
3 mois, en tant que patron, tu as 1 mois maximum pour dire à ton salarié si ça va ou si ça ne va pas. S'il n'y a pas de période d'adaptation, tu as 2 mois maximum pour valider ou pas valider l'installation de télétravail sur la ligne. Après, on pourra relever la question, on va demander au CG, si c'est pas une erreur, mais non, je le lis comme ça aussi. Après, je trouve qu'il manque une phrase dans l'article 4, parce que bon, les jours de télétravail sont fixes et tout le temps, on ne peut pas ajouter une phrase aussi selon les contraintes de l'employeur. Je sais pas, imaginons qu'on a un DGS qui est en télétravail tous les vendredis. Et le vendredi, il y a, je sais pas, le sous-préfet, il y a un rendez-vous hyper important. Ah, bien sûr, ça c'est indiqué quelque part. Je ne vois pas où est-ce que c'est marqué. C'est dans l'article précédent, je crois, non? Je l'ai lu quelque part. Et l'administration peut mettre fin au télétravail à tout moment pour motif d'intérêt du service. Non, mais c'est pas ça. C'est pas la présentation de l'agent sur l'article 4. Moi, c'est la part de 6. Oui, c'est en généralité. C'est l'accessibilité en télévision. Sur l'appréciation de l'autorité administrative ou de l'employeur. C'est bon, ça. Le décret 2016-151, il est cité. Parce qu'en fait, il est tourné comme ça. Oui, il est cité, hein. En février 2016, relatif aux conditions de la Des prévenances qui ne peut être supérieure à 1 mois pendant la période d'adaptation et à 2 mois au-delà. C'est comme ça. C'est dans la fonction publique, c'est comme ça. Après, oui, c'est l'éligibilité est adressée au regard de la nature des activités exercées et de l'intérêt du service et non du poste. Si l'intérêt du service, on va prendre le centre de loisirs, évidemment, si Camille demande du télétravail tous les mercredis, ça va pas dans l'intérêt du service. Non, mais voilà, c'est dans le cadre. On va demander à l'agent d'entretien. Ouais, mais c'est bon d'avoir la souplesse aussi. Et là, on a mis un taquet jour sur les mois, mais c'est bon d'avoir la souplesse parce que. Pour avoir de la souplesse vis-à-vis du travail. Oui, d'avoir un maximum de souplesse vis-à-vis de l'employeur aussi. Ouais, mais après c'est un deal entre l'employeur et son salarié. Au bout d'un moment, après, oui, on va aussi, ça me parle. Si l'agent demande un jour de télétravail sur une journée où vous êtes tous présents sur site, on peut lui refuser ou lui dire non, mais ta journée tu la décales, ça ne sera pas ce jour-là. Ça ne rentre pas dans le délai de un an maximum. Là. Non, mais avant, il y avait écrit que ça, c'est vraiment pour acter ou pas le télétravail, c'est au début, on fera des essais, parce que le personnel qui demande aussi du télétravail, il dit, peut-être qu'il va mal le vivre ou qu'il va se dire, finalement, je préfère aller sur mon lieu de travail. Et là, voilà, là, il y a des taquets pour pas non plus, pour respecter un certain cadre de vie aussi. Mais on demandera si c'est pas minimum ou maximum, je pense. Je remarque que vous avez pris en compte Ah. Oui. Tu vois, ça sert à ça les commissions comme tu vois. Merci. On t'a écouté, on devine. Merci. Oui, mais bien sûr. Mais après, il faudra voir l'évolution, parce que c'est trop. Oui, mais là c'est pareil, c'était dans l'idée, vous l'avez compris, mais c'était dans l'idée d'avoir un maximum qui permette justement d'avoir de la flexibilité et d'avoir des possibilités qui correspondent vraiment aux besoins à l'instant T sur des périodes, parce que dans une collectivité, il y a des périodes de. Et pour votre émulation, on a déjà une demande de télétravail responsable de service. Voilà, ça va dans le sens, mission. Ça aussi, c'est quelque chose dans les temps, le monde du travail évolue, le télétravail est là. Il y a des côtés positifs, négatifs, mais voilà. Il n'y a que des côtés positifs. Non. Non. Laissez-moi finir la phrase. Il n'y a que des côtés positifs à partir du moment où c'est à valeur ajoutée autant pour l'intérêt de l'agent que pour l'intérêt de la collectivité. Ouais. Parce que c'est dosé à la juste mesure pour l'un, pour l'agent comme pour la collectivité. Mais ça se mesure au bout d'un certain temps d'exercice. Et parce qu'il y a eu un effet de mode, et il y a beaucoup de gens qui viennent en arrière quand même. Parce que comme on s'est dit en commission, le café et les collègues, c'est super important. Pas que. C'est super important pour le bien-être au travail. Et en fait, l'objectif de celle-ci. L'échange humain, de manière générale, dans le cadre du travail. La relation humaine, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Mais en fait, c'est
Le bien-être au travail, quand quelqu'un se sent plus à l'aise depuis chez soi pour travailler et que son poste le permet, oui, il faut y aller. Mais voilà, si la personne a fait cet exercice, c'est là où il y a la liberté pour le salarié d'arrêter quand il veut. Et que finalement, au bout de quelques mois, il se rend compte que c'est plus le bon truc, et bien, heureusement, il peut revenir sur le travail. Bon, voilà. J'avais une question sur les espaces de coworking. Si un agent va en espace de coworking, c'est prévu, il faut qu'il... oui. Vas-y. Non, est-ce que le coworking est pris en charge par la collectivité ou pas? La location de l'espace? Je ne pense pas, non, c'est juste matériel là. Là, c'est pas stipulé, là, c'est du télétravail ici. Non, ça peut être, il va avoir notre le tiers, c'est l'employé. Le tiers, c'est l'employé. Il n'y a pas de prise en charge. Agréé par l'autorité territoriale. Agréé, mais pas financé. Et un autre du privé agréé par l'autorité territoriale. Mais c'est une question que vous pourrez se poser. Et qui pourra se poser, effectivement. Là, on est plus d'abord sur une mise à disposition de matériel, que ce soit téléphone, ordinateur, accès sécurisé au réseau de la collectivité. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Cinquième et dernière délibération, création de 5 emplois non permanents d'agents recenseurs dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité lié au recensement 2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code général de la fonction publique et notamment l'article L332-23.2, vu la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2003-485 du 5 juin 2023 relatif au recensement de la population, le décret numéro 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l'année de recensement pour chaque commune, considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir le recensement de la population. La population de la commune d'Aetz va faire l'objet en 2026 d'un recensement exhaustif de sa population. Sous le contrôle de l'INSEE, elle procédera ainsi à l'organisation et à la réalisation des opérations de collecte sur son territoire, divisées en total de 5 secteurs ou districts. Pour mener à bien cette mission, la commune est appelée à recruter une équipe de 5 agents recenseurs qui travailleront sous l'encadrement du coordonnateur communal. Le conseil municipal est ainsi invité à créer 5 emplois non permanents d'agents recenseurs à temps non complet pour assurer les missions de distribution et de collecte des questionnaires, feuilles de logement et bulletins individuels. Il est précisé que la collecte des informations par voie dématérialisée, questionnaire en ligne, sera systématiquement privilégiée. Monsieur le maire propose au conseil municipal la création de ces 5 emplois non permanents à temps non complet pour assurer le recensement de la population pour la période du 7 janvier 2026 au 14 février 2026. Du 7 au 14 janvier 2026, formation et tournée de reconnaissance, du 15 janvier au 14 février 2026, collecte. La durée hebdomadaire moyenne de travail est évaluée à 25 heures. Les emplois ainsi créés appartiennent à la catégorie hiérarchique C. Pour la rémunération, les emplois seront dotés du traitement afférent à l'indice brut 367, majoré 366. En outre, la rémunération comprendra également une prime de résultat conditionnée à la réalisation des objectifs. Elle sera équivalente au pourcentage de retour des dossiers et pour un maximum de 100 € si 100% de retour. Elle sera uniquement versée à partir de 50% de réussite. Une indemnité forfaitaire de déplacement lorsque l'agent recenseur utilise son véhicule personnel pour ses déplacements d'un montant de 100 € payé en 2 fois, 50 € en janvier 2026 et 50 € en février 2026. L'ensemble des intervenants dans le cadre des opérations de recensement seront soumis au respect de la confidentialité des informations recueillies et donc aux dispositions de la loi numéro 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et le respect du secret professionnel dans les conditions et sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Après avoir pris connaissance des explications de M. le maire et après avoir délibéré, le conseil municipal décide la création de 5 emplois non permanents d'agents recenseurs à temps non complet, 25 heures hebdomadaires du 7 janvier au 14 février 2026, que ces emplois bénéficieront d'une rémunération fixée sur le traitement afférent à l'indice majoré 366,
que les agents recenseurs percevront une indemnité forfaitaire de déplacement de 100 € versant 2 fois, ainsi qu'une prime de résultat de 100 € maximum. Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2026. Avez-vous des questions, des remarques sur le sujet? Voilà. Recensement en 2026, donc exercice hyper important pour connaître la population Estar, tout ce qui en découle derrière. Bon, j'en profite pour dire quand même que le sujet de l'adressage, où on est un peu à la traîne sur Retz, on a eu l'adressage qui n'a pas été fait, il y a eu des événements sur le village qui font qu'on est pas dans les premiers, mais dans les derniers de la classe, et qui nous a été conseillé quand même de finaliser l'adressage en aval du recensement et des élections à venir. Parce qu'au centre de l'adressage, c'est quand même quelque chose de costaud, où il y a pas mal de gens qui vont changer d'adresse, et ça peut faire un gros fouillis à la volée qui faciliterait le travail de personne. Donc voilà. C'est un peu en lien de tout ça, mais bon, le recensement fait que sur l'adressage, on est un peu en attente, on essaie d'avancer, mais on dit faites d'abord cet exercice et les élections à venir et derrière, ça sera plus simple pour tout le monde. Donc pour en revenir au recensement, l'équipe est au complet, on a déjà 5 personnes retenues et voilà les conditions qu'on vous propose pour rémunérer ces gens qui auront un travail effectif à mener sur la commune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Garfua, bukatuada, itzikibat eskertzeko Estar guztiak eta besta komiteare zen besta politak izan ditugu pasen asteburuan, luzeak, ostegunez, baina politak. Ongi pasatu dira, ez da deus jabelik izan, eta giro honean igan dira bestak, orduan ekain. Lehen gertakarietan, zer dugu lehen astelenean, Teleton gertakariak buruzko bilkura publiko bat antolatua da hemen Elikoetxean, Arratsaldeko 6ak erditan. Aipatu bezala, ez dugu bortxaz ikusten gertakari hori lotua elkarte munduarekin, horretarako entxeatzen gira Estar guziak parte hartzea irekitzea, eta ikusiko dugu, behar bat zu hartuko, bedelen entxeatzen dugu. Hala, ondoko gertakarietan ere, apuntatzeko berraste duan zen baita Egu Berriko merkatua, benduaren zazpian, igandearekin, eta antzinetik ere izan da Euskalaren nazioarteko eguna ospatzeko zer eginen dugun, baina benduaren hasieran izan da ere. Eta bukatzeko ere, bakoitzari main dugu piskat bizi elkarteak atera duen aldizkaria klimari buruz eta hemen Euskal Herrian gure antzian ditugu desafiei buruz bai, klimarekin. Dugu sekulako lan egiteko horretan eta politikarekin erotua da piskat gaia, duan bizikuntez garria da erakurtzea eta gauzatzea gero ekintzetan. Pour finir, un petit mot de remerciement à l'ensemble des Estar et au comité des fêtes pour les fêtes qui viennent de se dérouler. Sans fausse note, qui ont su mobiliser du monde, et des jours un peu moins, d'autres où il y a eu au taquet de monde, mais ça s'est bien passé, bonne ambiance. Rien de grave à déplorer, et c'est que mieux pour tout le monde. Dans les événements à venir, lundi, on organise une réunion publique d'organisation de l'événement du Téléthon. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit en commission, on ne pense pas que l'événement de Téléthon soit uniquement fiché pour le milieu associatif. Il peut y avoir aussi des personnes tierces, un peu à l'extérieur du milieu associatif à Estar, qui peuvent être force de proposition, qui peuvent amener des idées nouvelles, parce que l'événement a besoin peut-être d'un renouveau. On fait ce pari-là, parce qu'il y aura du monde suspense, mais n'hésitez pas à diffuser l'info autour de vous. Et bon, il
il y a déjà des propositions depuis l'organisation d'événements par le spot, mais à voir. Qu'est-ce qui sort de cette réunion? Prochain événement aussi, même week-end que le Téléthon, le marché de Noël qui aura lieu le 7 décembre. Et dans la semaine aussi en amont, il y aura la journée internationale de la langue basque. Rien de prévu encore, mais on va essayer de marquer le coup. Voilà, et je vais faire tourner un document sorti par d'ici, savez-vous, Arthur Achat. Document fourni par l'association d'ici, que tout le monde connaît ici, spécialisé dans le climat. Et voilà, là c'est un peu le bilan de la mandature passée. En 2020, ils avaient mis un peu les collectivités à l'épreuve. Là c'est un bilan chiffré, argumenté, super intéressant, qui montre qu'on a du travail à faire et que le facteur écologique prend en considération dans beaucoup de sujets. C'est quelque chose de très transversal et forcément lié aussi à la politique. Je voudrais juste, une fois que tu as terminé, je voudrais juste m'exprimer. On est ici en assemblée, on a tous le droit de s'exprimer et on n'est pas là pour chipoter. D'accord. J'ai une question, je me suis interrogée sur le coup parce que c'est là que ça m'a marqué. J'ai le droit d'avoir une réponse et de l'évoquer. Par contre, on ne chipote pas ici. Voilà. Je voulais juste le dire parce que c'est pas la première fois et je pense qu'il faut qu'on se respecte quand on pose des questions. Quand je t'ai dit chipoter, c'était pas dans le mauvais sens. Tu veux bâcler parce que tu en as marre. Tu veux bâcler parce que tu en as marre du moment qu'on parle de ce sujet. Tu veux bâcler? Peut-être, tu as peut-être raison. Peut-être. Mais à un niveau, à un moment donné, sache que ce travail, on n'a pas bâclé. Il a été fait, comme il fallait. Peut-être que je ne dis pas qu'il n'a pas été fait comme il fallait. Là, je me pose la question sur le maximum parce que pour moi, ça ne va pas dans l'intérêt de l'agent à la lecture. Pourtant, c'est comme ça. Parce que quand tu regardes les textes de loi, c'est pour je l'ai lu le texte de loi. Je l'ai trouvé le texte de loi. Non, pas de territorial, pas sur la territoriale, sûrement pas sur la territoriale. Pour les textes de loi, il faut que tu ailles sur la fonction publique territoriale. Parce que sur l'article 2016, sur le décret 2016-151. Sur le décret, c'est marqué. D'accord. Je ne veux pas balayer, mais c'est juste qu'ici, il faut qu'on se respecte, on a le droit de poser c'est pas un manque de respect quand je t'ai dit de ne pas qu'on chipotait pour rien. C'est pas la première fois, c'est ma façon de parler. Moi, ça commence à m'énerver, donc je préfère le dire. Eh bien, écoute, si tu sais que je ne pas que je te dise. Mais non, mais alors Marie, il n'y a aucun doute. S'il y a bien un endroit où tu pourras prendre la parole, c'est ici. La parole est libre, et qui plus est en tant que conseiller municipal. Si je t'ai offensé, je m'en excuse, Marie. Mais ce n'est pas dans ce c'est ma façon de parler. Le lieu de débat, c'est bien ici. Et les questions sont toutes pertinentes ou pas, mais elles ont toutes leur place ici autour de la table. Et tu pourras continuer à t'exprimer et prendre la parole quand tu voudras, il n'y aura aucun souci. Et voilà, il y a les commissions aussi, mais des fois on redit la même chose dans le conseil municipal, mais le lieu de débat, c'est ici. Ça sera ça, le conseil municipal. Donc, après, voilà. Les débats, au bout d'un moment, il faut savoir aussi clôturer, mais là, je n'ai même pas saisi le truc. Bon, mais il n'y a pas de. Mais on est dans un respect, mutuel. Oui, ça, il n'y a pas de sujet et j'y vais donner fortement. Mais voilà. Plus pour aujourd'hui, donc la séance est clôturée.